Yo, on va essayer de parler un peu du problème des RTX 3080, problème entre guillemets. Bon. Euh, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'alimentation d'une carte graphique, ensuite on va parler du problème, et ensuite on va essayer de faire une conclusion, de dire pourquoi c'est pas très grave, etc. etc. Alors déjà, comment ça marche l'alimentation d'une carte graphique? Si vous voulez plus de détails et que vous parlez anglais, c'est pas forcément la peine d'écouter ce que je vais dire, vous pouvez aller lire cet article que je linkerai dans la description, qui est un peu long, qui est assez long même, mais qui est vachement complet, qui link d'excellentes vidéos, etc., qui, à la fin de l'article, vous saurez comment ça fonctionne des VRM. Voilà. Euh, Moi, je vais en faire une version plutôt rapide. Bon. Alors, vous prenez une carte graphique. Là, vous avez une carte graphique devant vous, sans le refroidissement. C'est-à-dire que normalement, au-dessus de ça, vous avez un radiateur avec des ventilateurs qui refroidissent, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser, nous? C'est la partie transformation du courant et alimentation du CPU. C'est-à-dire que, hop, votre CPU, là, ce qu'il va consommer et calculer, c'est ça. Ok. Et là, vous avez vos deux connecteurs d'alimentation qui vont à votre alimentation. Et ces machins-là, ça prend du 12 volts. Ce qu'elle sort votre alimentation, c'est du 12 volts. Sauf que ce qui consomme votre CPU, c'est du 1 volt à peu près. Hein. Ça va de 0.8 à 1.1, on va dire. À peu près 1 volt. Bon. Et il faut convertir le 12 volts en 1 volt utilisable par le processeur. Et en plus de ça, il y a des soucis de stabilité du courant, de pas trop de parasites, etc. etc. C'est très compliqué et c'est pour ça que il y a énormément de composants pour filtrer. Alors, la partie qui va nous intéresser, nous, du coup, c'est celle-là. Ça, hop, ce que j'ai encadré là, c'est les VRM de votre carte graphique. Les VRM, du coup, c'est ce qui va traduire le 12 volts en 1 volt. Vous en avez sur votre carte graphique pour la carte graphique, vous en avez aussi sur la carte mère pour le processeur. Et vous en avez globalement à peu près partout. Bon. Alors, il y en a aussi là, pour des raisons de proximité, parce que quand vous allez devoir faire se déplacer du courant, donc hop, hello ma souris, de là à là, de là à là, vous allez avoir des pertes de tension en fonction de la distance du matériau, etc. Et pour alimenter certaines parties du processeur ou certaines parties du processeur, c'est tellement sensible qu'on en met des deux côtés pour avoir une source de courant plus proche du GPU de chaque côté, et aussi pour la mémoire, vous avez des sources de courant plus proches de chaque truc de mémoire. Là, c'est plus facile, ça permet d'avoir une tension qui est plus stable parce qu'elle est plus proche. Voilà. Si vous voulez des chiffres à peu près, bon, par exemple, hein, à la sortie là, vous pouvez avoir 1.4 volts, et en arrivant ici, vous pouvez avoir 1,3 volts. Ça semble pas beaucoup, 0,1 volts, mais ça fait quand même une différence, et pour le processeur, ça fait une différence aussi. C'est pour ça qu'on a des VRM un peu partout. Bon. Alors maintenant, pour parler un peu de ce dont je vais parler, il faut comprendre que une carte graphique, du coup, ça a une certaine tension, un certain courant, et donc ça utilise une certaine puissance. Puissance, je rappelle, hein, en électricité, c'est U fois I. Okay, puissance en watts, tension en volts, et courant en ampères. Bon. Le courant, il reste assez stable, entre 0,8 et 1,1, on va dire. Du coup, ce qui va changer, c'est le courant. Le courant en ampères, du coup. Et la puissance d'une carte graphique, quand vous allez être, je sais pas, au repos sur le bureau, ça peut être de l'ordre de 30 watts, à peu près. Hein. Et quand vous allez lancer un jeu, du coup, que vous allez solliciter votre carte graphique, ça peut monter très rapidement jusqu'à, bon, sur une 3080 en l'occurrence, 350 watts. De 30 à 350 watts, on a un facteur 10, c'est énorme, et c'est très compliqué pour une alimentation de passer de 30 watts à 350 watts instantanément, parce que le processeur, il va avoir besoin de ces 350 watts à l'instant où vous allez lancer le jeu. Et tout cet étage d'alimentation là, il va prendre du temps pour passer de 30 watts à 350 watts stable. Ça pas énormément de temps, ça, on parle en millisecondes, mais c'est quand même un certain temps, et ça peut être trop lent pour que le GPU ait la puissance dont il a besoin à temps,
et si le GPU n'a pas la puissance dont il a besoin à temps, il va crash. Le jeu va crash, ou dans le pire des cas, même la carte graphique entière va crash, et vous allez devoir redémarrer le PC. Bon. Alors, pour compenser ça, la compensation de ça, elle est dans le design en lui-même des VRM. Une VRM, c'est composé de quoi? Alors déjà, c'est composé de plein de petites phases. Ça, c'est une phase de VRM, d'accord? Il y en a une vingtaine du coup sur la carte, ça c'est une autre phase, etc., etc. Alors ces phases, elles sont composées de quoi? Alors ça va être le MOSFET en lui-même. Hop, MOSFET. Le MOSFET, qu'est-ce qu'il va faire? Je simplifie, mais en gros, c'est un interrupteur qui va se fermer ou s'ouvrir, ou se fermer ou s'ouvrir à une certaine fréquence, et en fonction de la fréquence de fermeture et d'ouverture, c'est ça qui va donner la tension de sortie. Donc la tension d'entrée, c'est 12 volts, et la tension de sortie, elle va dépendre de la fréquence à laquelle il s'ouvre et il se ferme. Bon. Ensuite, juste après ça, hop, ici plutôt, vous allez avoir une bobine. Bobine en français, en anglais ça va être inductor. Vous avez sans doute déjà vu des bobines sur des vieux composants informatiques. Hop, si je tape bobine sur internet, je pense que une bobine c'est ça, vous avez sans doute déjà vu ça, sous cette forme-là, sur une vieille télé ou j'en sais rien, ou comme ça peut-être. C'est ça une bobine. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Pour faire très simple, dans une carte graphique, ça va aider à filtrer le courant. Et derrière la bobine, vous allez avoir un condensateur. Condensateur en français, capaciteur en anglais, abrégé condo en français et abrégé cap ou kappa des fois en anglais. Bon, je vais mettre condo. Et le condo, ce qu'il va faire, c'est ça va agir comme du stockage d'énergie. Okay, ça va être du stockage d'énergie qui va permettre. Ça fait un peu aussi du filtrage, c'est-à-dire que dans le cadre d'une VRM, là, tout ça, là, les deux ensemble, ça va faire du filtrage. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est que le condensateur, ça va être du stockage d'énergie. Et comme contrairement à tout... Là, ces trucs-là, les MOSFET, ils sont contrôlés par des contrôleurs qui sont là. Et c'est parce qu'ils sont contrôlés et parce qu'ils ont besoin de signaux d'entrée, etc., qui vont mettre un peu de temps, donc quelques millisecondes à switcher quand on leur demande quelque chose ou autre chose en idle ou en load, etc. Ça va mettre un peu de temps. Alors que ces condensateurs-là, c'est des composants qui sont complètement passifs. C'est-à-dire qu'ils ont juste des caractéristiques, et en fonction de leurs caractéristiques, ils vont emmagasiner une certaine quantité d'énergie et la délivrer d'un côté quand la tension chute. Du coup, c'est des composants qui sont complètement passifs et qui sont très rapides. Il n'y a pas de temps de calcul à faire, il n'y a rien à faire, c'est très rapide. Et ça va être ça un peu que le processeur va utiliser pour pouvoir passer de 30 à 300 watts très rapidement sans crash. C'est-à-dire que lui, il va commencer à demander de l'énergie, ça va vider ces condensateurs là, il y en a un peu partout sur la carte, hein, des condensateurs. Si vous regardez un peu, vous avez plusieurs types de condensateurs, donc ça c'est un condensateur avec un package, ça c'est un autre condensateur avec un type de package différent, et vous en avez vraiment partout sur la carte. Vous en avez là aussi, vous en avez, je sais pas, là, vous en avez même des tout petits là, tout ce qui est autour de la CG là, c'est des tout petits condensateurs. Mais concrètement, la CG, quand elle va demander beaucoup d'énergie d'un coup, c'est les condensateurs qui vont se vider. Et le temps qu'ils se vident, les VRM auront le temps du coup de switch, de changer, de donner plus de courant et de recharger les capaciteurs. Bon. Maintenant, spécialement, ça c'est le dos de la carte. Okay, pour vous repérer, vous avez encore les... c'est pas la bonne couleur. Hop. Vous avez encore les 12 volts qui sont ici, là. Là, on est derrière le die de la carte, donc le milieu de la carte. Là, tout ça, c'est la mémoire. Et les VRM, elles sont là-dessous, en gros. Vous pouvez voir qu'on a encore plein de capaciteurs partout. Il y en a là, il y en a là, là, il y en a là aussi des petits. Ce qui va nous intéresser principalement, nous, c'est ceux qui sont là, juste derrière le die de la carte. Donc si je retourne sur là, ils sont juste derrière ça. Et c'est ça qui va consommer du courant. Du coup, ça fait partie des condensateurs les plus importants de la carte parce que c'est eux, de par leur proximité et de par leur nombre, qui vont être vidés en premier quand la carte elle demande quelque chose. Okay,
Et à cet endroit-là, on peut mettre deux types de capaciteurs. Donc soit comme sur cette image, là, plein de petits condensateurs de ce type-là, des jaunes, soit là, soit des gros comme ça. Alors la différence entre les gros et les petits, ce que vous allez voir sur internet dans pas mal d'articles, les gros, c'est ce qu'on appelle les post-cap ou PS-cap. Vous verrez les deux, le terme technique correct c'est PS-cap, mais je sais pas pourquoi la majorité des gens utilisent post-cap, alors que post-cap c'est un type spécifique de PS-cap. Bref, c'est pas très important. Et les petits, ça va être les MCLL. Ouais, c'est ça. MCLL et post-cap. Donc MCLL les petits, post-cap les gros. On va pas vraiment parler de leurs caractéristiques, ils ont chacun des inconvénients et des avantages, mais en l'occurrence, nous ce qui va nous intéresser, c'est que les gros, ils sont plus lents que les petits. Okay, alors attention, ils sont plus lents sur cette application-là, dans ce cadre-là, pour ce qu'on veut en faire sur une carte graphique. Okay, ils sont un peu plus lents, et du coup, le fait de mettre que des gros comme ça peut poser problème dans le cas justement où vous passez de 30 watts à 350 watts d'un coup, et que la carte elle a besoin de courant, et qu'elle va essayer de tirer du courant des capaciteurs, mais si à l'arrière vous avez que des gros capaciteurs lents, ils peuvent être trop lents pour la carte graphique, et ça peut faire crash dans certaines situations. Et on en arrive du coup au problème de ces cartes graphiques, c'est que certaines cartes graphiques de certains constructeurs, quand on dépasse 2 GHz, les jeux crashent. Et on n'en est pas sûr, mais notamment d'après Igor's Lab, qui est quelqu'un quand même de très réputé, ça viendrait de ces capaciteurs-là sur les cartes où il n'y a pas assez de petits capaciteurs rapides et il y a trop de gros capaciteurs lents. Notamment sur la carte de Zotac, hop, la carte de Zotac qui a que des gros capaciteurs là, bon et plein de petits là mais c'est pas vraiment le sujet, que des gros qui sont trop lents du coup pour fournir assez de courant au moment où la carte dépasse 2 GHz. Bon. Alors d'accord, c'est effectivement possible que ce soit le problème, sachant que la façon dont ces CG-là sont designés, c'est que Nvidia donne les die, c'est-à-dire que Nvidia donne ce machin-là, ça c'est Nvidia qui donne, et ensuite il leur donne des plans, donc des plans comme ça, en leur disant ouais vous pouvez mettre ça là, vous pouvez mettre ça là, et à chaque fois ils donnent des options, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tel capaciteur ou tel capaciteur avec telle caractéristique, éventuellement vous pouvez mettre ça à la place, etc. Ça permet de faire des choix en fonction des prix, de ce que vous voulez faire de la carte, de son tiers, etc. Et en l'occurrence, Nvidia, là, on peut voir là, sur cette image, c'est du coup le centre du dos de la carte. Il y a des gros capaciteurs là, et il y a des petits capaciteurs là. Visiblement, Nvidia, dans ses plans, donnait les options pour les deux. Et ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que Nvidia doit valider les designs des constructeurs. C'est-à-dire que Nvidia leur envoie les plans, les constructeurs, eux ensuite, ils font leur design de PCB, ils dessinent, oh, on veut mettre ça là, on veut mettre ça là, on veut mettre ça là, etc. Ensuite, ils doivent renvoyer leur design à Nvidia, et Nvidia doit valider ou non ces designs. Ils doivent dire, oh, ça c'est bon, ça n'ira pas, ça va aller, vous pouvez produire ça, et ça vous devez changer ça, sinon vous pouvez pas les produire. Donc ce qui s'est passé, c'est que Zotac, ils ont envoyé leur plan de ça à Nvidia. Nvidia a dit bon, ok, pas de souci, ça ira. Du coup, ils l'ont mis en production, ils l'ont testé. Ils n'ont pas forcément pu suffisamment la tester, notamment parce que Nvidia est très très secret sur ses cartes graphiques, veut éviter les leaks le plus possible. Et du coup, ils n'ont pas forcément pu la tester suffisamment longtemps, ils n'ont pas forcément eu des drivers à temps, ils n'ont pas pu faire tous les tests qu'ils voulaient. Du coup, voilà, on se retrouve avec des situations un peu comme ça. Maintenant, est-ce que c'est la faute de Zotac ou est-ce que c'est la faute d'Nvidia ? Concrètement, si on devait mettre le blâme sur quelqu'un, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est Nvidia que Zotac, parce que c'est Nvidia qui valide encore tous ces PCB. Alors maintenant, il faut voir aussi qu'une carte graphique c'est particulièrement complexe, c'est très compliqué à produire, il y a énormément de variables et c'est impossible de tester autant de choses pour que ça soit 100% sans bug avant que la carte sorte. C'est-à-dire que quand vous allez avoir la CG qui va sortir, qui sera disponible pour des millions de personnes, qui aura des millions d'utilisateurs avec des millions de configurations différentes,
qui vont jouer à des millions de jeux différents, dans des milliers de conditions différentes, à des températures différentes, avec une alimentation différente, une qualité du courant chez eux différente, des options graphiques des jeux différentes, etc. C'est impossible de tout tester. Donc de toute façon, en achetant un produit comme ça dans les premiers, vous allez forcément payer les pots cassés des autres, et c'est pas un problème qui est uniquement valide pour les cartes graphiques de Nvidia, les 3000. Par exemple, si je prends les générations précédentes, les cartes graphiques de Nvidia, les 2080 et 2080 Ti, avaient des artefacts. Si vous tapez 2080 artefacts, il y a eu énormément d'articles là-dessus, là. Ça faisait des petits XD, etc. C'était un problème lié à la mémoire, visiblement, pas sûr. Et pareil, premier test, ça apparaissait évidemment pas sur leur test, mais quand vous avez après 10 millions de personnes qui utilisent les cartes, forcément vous allez avoir des nouveaux bugs que vous avez jamais vus avant. Si je prends la génération 10 de Nvidia, vous aviez des 1080 de VGA qui prenaient feu par exemple. Ça venait d'un... Il me semble que ça venait d'un mauvais batch de MOSFET. C'est encore différent, mais vous aviez des cartes graphiques qui prenaient feu. Et c'est pas uniquement limité aux cartes graphiques. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si vous avez acheté récemment un Odyssey G7, l'écran de Samsung, si vous essayez de l'utiliser en adaptif 5, il scintille. C'est encore un bug qui devrait être résolu un jour, peut-être, mais qui le fait dans les premières versions. Si vous avez acheté un processeur Ryzen 3000 en 2019, il y a de fortes chances qu'il s'overclock moins bien qu'un processeur Ryzen 3000 acheté en 2020. Tout simplement parce que le processus de fabrication il a évolué entre temps, il est mieux maîtrisé, et ils font des processeurs avec du silicium qui est globalement de meilleure qualité. En informatique / électronique comme ça, c'est des trucs qui sont tellement complexes que en achetant quelque chose de nouveau qui vient de sortir, vous allez forcément rencontrer plus de problèmes que si vous attendez quelques mois que les bugs inévitables soient réglés. Et il y en aura forcément des bugs. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire pour une carte comme Zotac par exemple, pour réduire ou arrêter ces bugs? Ils ont en gros deux solutions. La première solution, c'est de récupérer toutes les cartes, de les refaire en mettant des MLCC, donc des plus petits condensateurs derrière pour régler le problème. C'est bien, mais c'est cher, c'est-à-dire qu'il faut récupérer toutes les cartes, soit les modifier, et encore si elles sont modifiables, parce que c'est pas sûr, on voit pas bien, j'ai l'impression qu'ils ont modifié le PCB, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus les traces, c'est-à-dire il faut jeter pas jeter les cartes graphiques, mais il faut en faire quelque chose, et il faut renvoyer de nouvelles cartes graphiques réglées à tout le monde, ce qui prend énormément de temps, ce qui est extrêmement coûteux, etc. La deuxième solution, c'est d'envoyer un nouveau BIOS aux gens qui réduira les fréquences de la carte. En réduisant les fréquences de la carte de 50 à 100 MHz, ça va réduire du coup les chances de crash parce que la carte va booster moins haut, elle aura besoin de moins de puissance, et ces capaciteurs-là, ils seront, même s'ils sont plus lents, ils seront encore OK pour fonctionner sans souci et nourrir la carte avec fréquence réduite. Bon. Le problème de faire ça, de faire un nouveau BIOS, c'est que vous réduisez un peu les performances de la carte. De l'ordre, pas énormément, de l'ordre de quelques pourcents, moins de 5 sans doute, mais vous réduisez quand même les performances de la carte. Et niveau marketing, c'est pas dingue. Bon. Il y a eu quelques compagnies qui ont attrapé le problème avant, notamment EVGA et Asus, qui ont retardé leur EVGA XC3 machin, et Asus qui ont retardé leur Strix, notamment parce qu'ils ont vu ce problème là en testing, mais au dernier moment, et ils ont décidé de retarder la production pour pouvoir les changer. Par exemple, Asus, ils ont décidé de mettre que des petits, ce qui en soi est très bien, et en théorie devrait être le mieux pour cette utilisation, de mettre absolument que des petits. Mais ça coûte beaucoup plus cher de faire ça que de faire ça. Notamment parce que ça coûte beaucoup plus cher pour deux raisons. Notamment parce que les gros capaciteurs, ils coûtent un petit peu moins cher que les petits.
En soi, leur prix, il est pas vraiment moins cher, mais là, il vous en faut que 6, et là, il vous en faut 6 fois 10, il vous en faut 60. Donc forcément, même si le prix à l'unité, il est pas si différent, il en faut beaucoup plus. Il en faut 10 fois plus. Et surtout, le facteur principal, c'est que ces cartes-là, pour les fabriquer, euh, on utilise ce qu'on appelle une pick and place machine, c'est-à-dire une machine qui va attraper les petits composants, les poser sur le PCB et les souder. Et le problème, c'est que le temps sur la pick and place machine, ça coûte extrêmement cher, parce que c'est des machines à des millions d'euros. Et du coup, chaque seconde passée sur cette machine compte et coûte très cher, quoi. Et ça prend énormément plus de temps, environ 10 fois plus, parce qu'il y a 10 fois plus de choses, de placer 60 petits machins que 6 gros machins. Et c'est pour ça, principalement, que ça coûte plus cher. Bon. Et voilà, concrètement, j'ai attrapé quelques modèles que j'ai trouvés sur Tech Power Up. Ça, c'est la Founders Edition. Du coup, eux, ils ont décidé de mettre 2 rangées de petits et 4 gros. Globalement, ça fonctionne très bien. Dans l'aspect, c'est de mettre au moins un sur les 6, au moins un truc composé de petits. D'après les specs de Nvidia. Eux, ils ont décidé d'en mettre 2. Bon, très bien. Eux, ils ont aucun souci au-delà de 2 GHz. Ils ont aucun crash, etc. Pas de souci. Ça, c'est qui? C'est Palit. Bon, Palit, ils ont exactement respecté l'aspect. Ils ont mis un truc de capaciteur. J'ai plus de musique. Bon, c'est pas très grave. Et bon, c'est pas soudé très droit, mais ça change rien. Il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et ça marche aussi apparemment sans souci. Là, c'est Zotac, du coup, qui n'en ont pas mis du tout. Et c'est principalement eux, et il me semble Power Color, je crois, qui ont des soucis. Mais j'ai pas trouvé le PCB de la Power Color. Donc ça, c'est souci. Ça, c'est Asus, eux, qui ont du coup décidé de mettre que des petits, ce qui est en théorie très bien, mais plus cher. Et ça, c'est MSI, on peut le reconnaître grâce à la barre de LED, la blanche, qui, comme Palit, ont décidé de mettre un seul truc de 10 petits MLCC. Ce qui est dans les specs de Nvidia et qui devrait pas poser de problème, mais qui est un peu cheap en niveau prix. Ça fait un peu cheap de mettre ça sur une carte avec 3 connecteurs et qui coûte extrêmement cher, comparé à une Asus TUF, qui est quand même une carte graphique qui est censée coûter moins cher avec seulement 2 power connectors, et qui globalement a un PCB de meilleure qualité que la MSI la plus chère. Bon, ça c'est encore l'autre histoire. Concrètement, est-ce que c'est très important? Non. Est-ce que c'est le seul problème des 3080? Probablement pas. On commence à voir des petits reports d'autres personnes qui ont des Strix ou des MSI ou des gens avec des MLCC derrière qui ont aussi des crashs. Est-ce que c'est lié au driver? Est-ce que c'est lié à autre chose? On ne sait pas. Et on ne saura pas pendant, je sais pas, le temps qu'il faudra pour vraiment voir la source de tous ces soucis. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas très grave. Est-ce que ça veut dire que les constructeurs font des économies de bout de chandelle, etc.? Non. C'est-à-dire que même si je prends ce design Zotac là, encore une fois, ça ils l'ont design, ils l'ont envoyé à Nvidia, Nvidia l'a approuvé, elle leur a dit ok c'est bon vous pouvez faire ça. Donc eux ils sont contentés de faire ça. Si on devait dire qu'un tel ou un tel est le problème, moi j'aurais plus tendance à dire que c'est Nvidia que Zotac quoi, dans cette situation. Et bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.